Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Au sommaire de l'actualité, en Angola, le parti au pouvoir remporte les élections générales. Le MPLA a recueilli plus de 64% des voix. Son candidat João Lourenço succédera au président José Eduardo dos Santos qui ne se représentait pas. Accord de cessez-le-feu dans la région de Kidal au Mali. La coordination des mouvements de l'Azawad et la plateforme ont signé ce mercredi une trêve de 15 jours. Elle vise à mettre fin à plusieurs semaines d'hostilité. Le Nigeria ambitionne de créer la plus grosse bourse de matières premières du pays. Le gouvernement espère ainsi stimuler la production agricole. En Angola, le MPLA remporte haut la main les élections générales. Sans surprise, le parti au pouvoir sort victorieux des élections générales de ce mercredi 23 août. Et c'est João Lourenço, ancien ministre de la Défense et proche du président sortant, qui succédera à José Eduardo dos Santos après 38 ans de règne. On écoute à ce propos Ricardo Vita, fondateur de Vital Stratégie, chasseur de tête politique et économique. Le pays attend des changements, on va dire, au niveau économique, au niveau social et à tous les autres plans. Et ce qui ne va pas aujourd'hui, c'est tout à fait normal, c'est le parti au pouvoir depuis l'indépendance qui doit malheureusement porter cette responsabilité-là. Bien entendu, il y a une élection qui s'est faite. Et c'est la démocratie, et c'est la voie de la démocratie qui va l'emporter. À l'état actuel des choses, il y a une victoire qui a été annoncée, qui, me semble-t-il, est en train d'être contesté par l'opposition et d'autres groupes de pression. Le pays aujourd'hui a du mal économiquement et surtout doit faire cette transition difficile mais nécessaire vers la diversification. Les partis signataires de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali ont signé une trêve de 15 jours ce mercredi 23 août. La signature de ce protocole s'est faite en présence du ministre de la Sécurité intérieure et de la Protection civile ainsi que des représentants de la médiation internationale. Reportage de Mokhtar Bari. Depuis 2 mois, des affrontements armés ont opposé les groupes armés que sont la plateforme et la coordination des mouvements de l'Azawad. Ces affrontements ont occasionné des pertes en vies humaines. La découverte de charniers dans le nord du pays témoigne de la gravité de la crise, d'où la recherche rapide d'une paix durable. C'est fort de cela que le gouvernement du Mali et des bonnes volontés comme l'influent président du Haut Conseil islamique ont entamé des négociations pour réconcilier les frères ennemis. Ce qui a abouti à la signature d'une trêve de 15 jours en présence des responsables de la médiation. Après une série de violents incidents qui ont eu pour conséquence d'abord déjà d'accentuer la souffrance des populations, après donc toute une série de pourparlers, de négociations, ils sont arrivés à une trêve. Donc on a un protocole d'entente pour dire qu'on va arrêter les hostilités. Et donc la communauté internationale, les gouvernements sont là aujourd'hui comme témoins. Donc nous avons paraphé, mais en tant que témoins. Et je les félicite encore au nom du gouvernement, comme je l'ai dit. Et nous espérons que cette fois-ci sera la bonne, que les armes vont définitivement se taire, comme les armes se sont tues entre le gouvernement et les mouvements. Signe de décrispation, l'arrivée à Kidal, fief de la CMA du gouverneur Mohamed Ag-Ishrach, contribue considérablement à l'accalmie observée par les acteurs. Les 2 parties signataires des accords d'Alger se disent prêtes pour le retour progressif de l'administration dans les plus brefs délais. Le sentiment que nous avons, c'est toujours le sentiment de la paix. Donc la paix, tout le monde sait que pour arriver, quitter les hostilités et aller vers la paix, on n'a qu'un sentiment de satisfaction, un sentiment que les choses vont avancer dans le sens positif et que nous espérons dans les semaines et dans les mois à venir, beaucoup de choses vont changer très rapidement, surtout dans le sens positif. Je pense que les choses vont avancer. La mise en œuvre de l'accord va avancer très rapidement durant ces derniers jours. C'est pour permettre aux populations de se déplacer, aux combattants de se déplacer mais sans armes, aux frères de se retrouver. Et comme vous le savez, vous l'avez compris, 15 jours, ça fera moins de morts, moins de veuves, moins d'orphelins, moins de blessés. Et c'est aussi un bénéfice. Après la mise en place des autorités intérimaires depuis le 20 avril 2017, la mise en place du mécanisme opérationnel conjoint tarde à voir le jour du fait des velléités des groupes armés. Les observateurs espèrent cette fois aboutir au retour définitif de l'administration dans le nord du Mali.
Au Nigeria, bientôt, une nouvelle bourse de produits agricoles. Le projet porté par une start-up nigériane est estimé à plus de 100 millions de dollars. Il permettra entre autres aux paysans de suivre de A à Z leurs produits afin d'éviter que 80% de leur production ne pourrisse avant même d'avoir atteint le marché, comme c'est le cas fréquemment aujourd'hui. Deogracia Sepodo. Dans le but de soutenir le programme de diversification de l'économie initié par le gouvernement, une start-up nigériane a engagé des pourparlers avec des investisseurs étrangers pour la mobilisation de fonds nécessaires au lancement d'une bourse des produits agricoles. L'idée est de réduire considérablement la dépendance du pays vis-à-vis du commerce des hydrocarbures. Estimé à près de 135 millions de dollars, le projet devrait voir le jour d'ici 2018 à Benin City, la capitale de l'État d'Edo dans le sud du pays. Le projet vise à permettre aux agriculteurs de pouvoir vendre de façon optimale leur production. Ce centre de stockage sera facile d'accès pour les exportateurs et ces derniers n'auront plus besoin d'envoyer des agents récupérer les produits par petits lots auprès des agriculteurs. Confronté à d'importants défis économiques, le Nigeria tente d'augmenter ses investissements dans l'agriculture pour accroître les exportations et réduire les importations alimentaires qui lui ont coûté plus de 3 milliards de dollars en 2015. L'économie du plus grand producteur de pétrole en Afrique a été fortement touchée par la baisse de la production et les prix du brut sur le marché international. Ceci représente plus de 90% du revenu étranger et 2/3 des recettes publiques. En termes de perspectives économiques au Nigeria, la reprise économique normalement est envisagée pour 2017. Je pense qu'aujourd'hui, le Nigeria doit beaucoup se concentrer sur la production, mais en même temps avec le niveau d'industrialisation, parce que le Nigeria a toutes les capacités de pouvoir développer une industrie de transformation digne de ce nom. Cette croissance qui dépend de la rente pétrolière doit pouvoir être diversifiée pour aller vers les autres secteurs de l'économie, c'est-à-dire l'agriculture et éventuellement l'industrie. Dans son projet, la start-up Integrated Produce City prévoit la mise en place d'installations de stockage sur un site de plus de 100 hectares aménagés d'ici fin 2018. 20% des fonds nécessaires ont déjà été investis par la société. Il ne reste plus qu'à bénéficier de l'appui financier des investisseurs sud-africains, chinois et australiens, entre autres. En Centrafrique, la situation reste toujours tendue à Bangassou, dans le sud-est du pays. Le regain de violence entre communautés chrétiennes et musulmanes ces derniers mois a fait une centaine de victimes et des milliers de déplacés, notamment vers le Congo voisin. Les précisions dans ce sujet de Gladys Mwamba. Sécuritaire de Bangassou inquiète les humanitaires. Cette ville du sud-est de la Centrafrique, autrefois prisée pour ses diamants, est aujourd'hui le théâtre d'affrontements entre les rebelles musulmans, Séléka, et les milices chrétiennes anti-Balaka. Située près de la frontière avec le Congo, cette ville se dépouille progressivement de ses 35 000 habitants qui tentent de trouver refuge dans des endroits sécurisés pour se faire soigner. Maintenant, il y a la communauté musulmane et une partie de la communauté chrétienne qui s'était réfugiée au niveau des sites catholiques. Voilà, ils n'avaient pas droit, par exemple la communauté musulmane, ils n'avaient pas droit de sortir pour aller se faire soigner à l'hôpital ou dans des centres de santé périphériques. Malgré le programme de désarmement, démobilisation et réinsertion, le gouvernement peine à contrôler les localités situées à l'extérieur de la capitale Bangui, une situation qui permet aux milices armées de se déplacer librement. Cette escalade de violence amplifie la crise humanitaire dans le pays. Les déplacements massifs de population ont engendré une perte d'efficacité du système sanitaire. L'hôpital de 115 lits de Bangassou ne fonctionnerait qu'à 60% de sa capacité, les populations ayant peur de sortir pour se faire soigner. Il y a des gens qui ont vraiment besoin de soins urgents au niveau de l'hôpital, puisqu'on a maintenant une équipe chirurgicale qui est en place, le chirurgien, l'anesthésiste, mais il y a des cas qui traînent au niveau de la paroisse qui ne peuvent pas arriver à l'hôpital, puisque on ne sait pas garantir leur sécurité au niveau de l'hôpital. L'escalade de violence à Bangassou a engendré l'interruption temporaire des activités d'une partie de la communauté humanitaire, en dépit de la présence des quelques 13 000 soldats de la MINUSCA sur l'ensemble du territoire national. Les situations sécuritaires et humanitaires de la Centrafrique peinent à se stabiliser. Et du sport maintenant avec l'Afrobasket Dames qui reprend ce vendredi à Bamako au Mali avec les quarts de finale. 4 matchs au programme. La Côte d'Ivoire fera face au Nigeria, le Mozambique contre l'Angola, l'Égypte tentera d'en découdre avec le Mali et quant aux Camerounaises, elles affronteront le Sénégal. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Restez sur Africa 24 pour une nouvelle édition de l'actualité.